Dans le cadre de Medix, hein, donc un réseau de soignants qui s'intéresse à l'intelligence collaborative, mais aussi aux soft skills, on a le plaisir d'inviter différents intervenants, des médecins, mais aussi des non-médecins, à intervenir pour nous partager leur domaine d'expertise, d'excellence et principalement tout ce qui a trait aux compétences comportementales. Alors, j'ai la chance de te rencontrer via LinkedIn, où on a pu échanger un petit peu sur justement cette dimension de compétences comportementales, qui est une matière que vous travaillez de manière très intensive quand vous êtes pilote, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais tu es pilote. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur ton parcours. Mais il est vrai que depuis une quinzaine d'années, on se rend compte que tout cet apprentissage en aéronautique a un intérêt également en termes d'amélioration de la communication dans le monde de la santé. Et je pense que nos deux secteurs ont vraiment à nous apprendre, en tous les cas, des approches qui peuvent être tout à fait complémentaires. Et c'est pour cela que je t'ai invité ce soir à partager avec nous ton expérience et comment tu vois cette collaboration. Alors, première question, peux-tu en quelques mots déjà te présenter à ceux qui nous suivent, de savoir quel est ton parcours et ce qui t'a amené à cet intérêt pour ces compétences comportementales dans le monde de l'aéronautique et puis dans le monde de la santé. Voilà, Ok, je Philippe. m'appelle Philippe Bernaudin, j'ai 48 ans. Je suis un ancien pilote militaire, j'ai fait beaucoup d'instructions et à ce titre-là, j'ai été confronté à pas mal d'erreurs, les miennes et celles des élèves également ou des collègues instructeurs. Et ça m'a incité à réfléchir depuis pas mal d'années sur le pourquoi de l'erreur, le comment ça se produit et à tout ce qui est sous-jacent à ces erreurs et donc essayer de comprendre un peu les mécanismes qui font qu'on en arrive avec des personnels particulièrement bien formés, des pilotes, des médecins, des dentistes, des chefs d'entreprise, à avoir quand même des personnes techniquement compétentes qui, malgré toutes ces compétences, cette expérience, ces études poussées, arrivent quand même à faire des erreurs qui peuvent avoir des conséquences assez graves. Donc je me suis concentré là-dessus depuis pas mal d'années. Les procédures font partie des outils qui peuvent aider également à gérer ces erreurs, à en faire moins ou à ce qu'elles aient des conséquences moins graves. Mais on a depuis une quarantaine d'années dans l'aéronautique pas mal étudié tout ce qui était soft skills ou en français les compétences non techniques, de manière à comprendre un peu pourquoi des équipages particulièrement expérimentés arrivaient à se tromper de piste, à oublier le carburant, à sortir le train alors que ce n'était pas le cas ou l'inverse. Et donc, l'idée, le cheminement qui a eu lieu dans l'aéronautique et qui continue à se propager, c'est que l'erreur est juste une conséquence d'un enchaînement de défaillances qui sont plutôt de l'ordre du systémique et non pas de l'individu. Et à partir du moment où on se dit l'équipage a pu faire cette erreur parce que le système, la structure lui a permis, eh bien, on n'est plus dans la culpabilisation, mais plutôt dans la compréhension. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on parle de culture juste dans l'aéronautique. C'est pas un laisser-faire de tout, hein. Il y a toujours une limite qui est définitivement établie, mais ça permet d'assouplir franchement la vision, de recentrer un peu la vision de l'erreur comme un outil d'apprentissage et non pas comme une cause de sanction. D'accord. Et ce changement de paradigme, en fait, avec cette culture de sécurité, cette culture juste, permet justement d'aborder des erreurs ou des accidents avec une vision beaucoup plus positive. Non pas béni oui avec et c'est pas de sa faute, il n'a rien fait, laissons-le tranquille, laissons-la tranquille, mais bien pourquoi est-ce que ce médecin compétent a pu, ou cette infirmière expérimentée a pu se tromper d'un facteur 10 dans le dosage de la chimio. Il y a des exemples dans le médical qui sont terribles. Et dans l'aéronautique aussi, hein, on a des avions qui se posent pas au bon endroit, des pilotes qui atterrissent en Allemagne au lieu d'aller en Angleterre, enfin des choses étonnantes, on va dire, pour rester neutre. Et si on se concentre sur l'individu en disant il a fait une bêtise, on le vire, on met en danger le système. Et c'est justement ce changement de vision de l'erreur qui permet de fiabiliser les pratiques. Et comme les soft skills, les compétences non techniques sont transverses et sont exactement les mêmes pour un chirurgien que pour un commandant de bord,
il est relativement facile de transposer ces études ou ces recherches que l'aéronautique fait depuis une quarantaine d'années au secteur médical, dentaire, entreprise. Tous les secteurs ont à gagner à travailler sur ces compétences non techniques, qui sont complètement ignorées dans les écoles ou dans les facultés, d'après ce que j'ai pu voir. Et c'est bien dramatique. Oui, tout à fait. En tous les cas, je pense qu'il y a des pistes d'ouverture, mais c'est vrai que c'est encore très parcellaire comme formation. Et dans le monde aérien, là, si je me souviens bien, la prise de conscience a été dans les années 70, donc il y a déjà pas mal, suite à pas mal d'accidents. C'est ça qui a engendré un petit peu cette culture. En 77, en fait, pour parler belge, un accident qui a coûté la vie à presque 600 personnes a déclenché une prise de conscience parce que les avions étaient bons, les pilotes étaient techniquement bons, aucun élément technique météorologique maintenant n'était à mettre en cause, et donc les enquêteurs se sont, pas à leur grande surprise, mais se sont résignés, on va dire, à se pencher sur les compétences non techniques. Et là, ils sont aperçus que le commandant de bord était très autoritaire, que le reste de l'équipage avait peur de ce commandant de bord, que la compagnie avait laissé ce commandant de bord très autoritaire dériver dans un sens qui n'était pas bon. Et donc, en fait, c'était bien la compagnie, voire l'organisation, puisque c'est l'ensemble de l'aéronautique qui avait laissé ce commandant de bord excessivement autoritaire continuer à voler, emmener des passagers alors qu'il n'était plus vraiment dans les normes. Donc, c'est bien systémique, en fait. Et si on a des problèmes systémiques, il faut bien que la solution soit du même acabit, donc systémique, et non pas individuelle en disant c'est lui, c'est elle, et on la vire et on aura solutionné le problème. Et justement, dans le domaine de l'aéronautique, comment on aborde cette dimension soft skill? Comment on vous prépare à cette dimension-là, avant peut-être d'en parler dans le domaine médical? Comment vous, en tant que pilote, vous étiez sensibilisé à ces approches-là? Alors d'un point de vue théorique, on a 14 UV pour passer la licence de pilote de ligne théorique, et parmi ces 14, il y en a un qui concerne les facteurs humains, D'accord. qui s'appelle, on va dire facteur humain pour faire court. Et donc, dans ces 40 heures de cours, on y apprend tout ce qui va être physio, évidemment, pendant une vingtaine d'heures, concernant les otites, les problèmes gastro qu'on peut avoir en avion, etc., les problèmes dentaires dus à changement d'altitude. Mais pendant une vingtaine d'heures, on fait plus de alors je ne vais pas dire de la psycho, mais on va essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne, en lien évidemment avec les activités qui vont nous concerner en tant que pilote de ligne. Donc, on va parler de la fatigue, du stress, de la relation entre la machine et l'individu, des procédures, de la sécurité en elle-même, de la vision systémique de la sécurité aéronautique. Et donc, en fait, cette UV facteur humain est une première graine qui, en général, ne germe pas trop mal dans la tête des pilotes. Ça, c'est le premier niveau, facteur humain. Donc, ça dure au lieu de 40 heures. Et c'est obligatoire pour tout pilote de ligne. Et comment c'est évalué? Parce que c'est ça la difficulté des soft skills, c'est comment on évalue des soft skills. Alors ça, c'est une grande question. On en parle plutôt. Alors c'est en train de basculer au niveau aéronautique, puisque l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui a déterminé le programme pour la licence de pilote de ligne, se rend compte depuis quelques années, en lien avec l'autorité américaine et d'autres, que les compétences techniques ne suffisent plus. Et jusqu'à présent, au niveau de l'ATPL, donc au niveau des connaissances théoriques, on pouvait rester derrière l'ordinateur pendant un an, avoir plus de la moyenne, c'est-à-dire 75%, et passer la pratique en tant que pilote de ligne, enfin en tant qu'élève pilote de ligne. Et ça ne convient plus parce que les compagnies ne veulent pas des grosses têtes qui ne savent que sortir, enfin qui ne savent que gérer des annales et avoir une grosse mémoire. Donc on est parti dans tout on essaye d'évaluer tout ce qui va être compétences non techniques. Pendant la partie théorique, ça c'est quand même assez difficile, mais les instructeurs sont de plus en plus sensibilisés à l'accompagnement, au développement de compétences non techniques. Et en fait, le briefing ou le débriefing comprendra, puisqu'il est obligatoire avant et après chaque vol, comprendra une partie technique forcément, mais également une partie non technique, de manière à savoir comment l'équipage peut fonctionner au mieux. Donc on va parler de la gestion du stress, de la gestion de la fatigue, du travail en équipage, de la synergie, de la gestion de l'environnement, de la conscience de la situation, de la prise de décision. Tous ces facteurs, tous ces éléments plutôt non techniques vont être distillés au fur et à mesure de l'apprentissage.
On ne veut plus des grands singes qui savent faire exactement ce qu'on leur demande, mais des gens qui réfléchissent, qui savent prendre de la distance, du recul et qui savent utiliser les compétences de chacun, quelles que soient les circonstances. Je vois bien les possibilités de translation dans le monde de la santé quand tu évoquais donc ça résonne bien en tous les cas en moi. Et donc ça fait partie donc dans les briefings départ et tout ça, c'est un peu comme dans une checklist, ça fait partie des choses dont il faut débriefer quoi. Ça fait Oui, partie et juste un exemple précis. Au niveau de la fatigue, si un élève pilote se sent complètement fatigué parce qu'il a passé une nuit difficile, ses enfants, sa femme, je ne sais pas quoi, il a le devoir de dire qu'il n'est pas apte à voler. D'accord. Ouais. Et ça Ouais. sera, en général, à part chef pilote un peu excessivement autoritaire, ça sera accepté et même encouragé, de manière à ne pas mettre en danger l'instructeur et la vie même de l'élève pilote. Ouais. Ouais, donc une culture Ça va relativement loin quand même. de reconnaître ses limites quoi. Ouais. Oui, en Ah ouais. fait, mon but quand je parle de facteur humain des élèves pilotes, c'est de faire comprendre que même s'ils ont été sélectionnés et qu'ils vont avoir des galons sur les épaules et des responsabilités également sur les épaules, ils n'en restent pas moins humains et l'humilité est un élément qu'ils doivent avoir en permanence dans un coin de leur tête parce que même quand ils seront capitaines ou chirurgiens, chefs de clinique, tout ce qu'on veut, s'ils sont énervés par leurs enfants, s'ils sont fatigués, s'ils sont stressés par des pensions alimentaires, je ne sais quoi, eh bien, ils seront moins compétents, quoi qu'ils aient comme niveau de départ. Et donc, c'est d'être capable de dire stop ou d'être capable de dire attention, aujourd'hui, je suis pas au mieux de ma forme. Donc, j'aimerais bien que tu prennes un peu le relais éventuellement. Ça se fait aussi. Ouais, super. Ouais, ça c'est Mais clair le que. core facteur humain, en fait, oui. Non, non, je disais que effectivement, c'était certainement pas en l'actualité dans nos métiers où on prête attention à ça. Dans tous les En cas. tout cas, les compétences non techniques prennent de plus en plus d'importance parce que si on creuse un tout petit peu un événement, qu'il soit médical, technologique ou aéronautique, on s'aperçoit rapidement que en général, les gens sont compétents. Techniquement, il n'y a en général pas de souci. C'est ce qu'il y a en dessous du niveau de la mer qui commence à être un peu plus embêtant. Et évidemment, c'est pas très agréable de creuser dans ce secteur quand on a éventuellement pas de compétences, enfin pas d'outils pour analyser. Et donc, bah, le plus facile en général pour un manager, c'est de désigner la personne du doigt qui a fait une boulette et puis de la virer ou de la sanctionner de manière à ce qu'on ait l'impression d'avoir solutionné le problème. Alors qu'en fait, on fragilise l'entreprise ou l'hôpital en faisant ça. Super. Et donc, maintenant que tu as fait évoluer, en tous les cas, cette expérience, cette expertise dans le monde aéronautique et tu apportes justement cette vision-là dans le domaine des soins, comment c'est présenté en tous les cas et comment tu présentes cela dans le monde des soignants qui, au départ, n'était pas forcément un monde ouvert ou réceptif à ça. Quelles sont les premières expériences que tu as eues avec le domaine de la santé, que ce soit dentaire ou... Très mitigé. Très mitigé au niveau du médical. Le dentaire, je commence à peine. Le médical, ça fait 2, 3 ans que j'avais essayé de mettre les pieds dedans. La culture est tellement différente parce que c'est très très difficile de faire accepter par un chirurgien ou un responsable des ressources humaines que quelque chose de l'aéronautique peut être rentable, qu'une formation aéronautique peut être rentable. Malgré des chiffres, on a un document qui est sorti, là, une étude qui a été faite dans un hôpital américain avec 3000 personnes qui ont été formées à la gestion du travail en équipage, donc exactement ce qui se fait dans dans les cockpits d'avions de ligne, avec des chiffres plus, moins, et à la fin, le bilan est que il y avait 25% d'erreurs en moins, donc une économie de plusieurs millions de dollars pour l'hôpital, ce qui est quand même pour un hôpital américain pas négligeable. J'ai présenté cette étude à un hôpital français qui m'a dit oui, mais non, pas pour nous. Donc même quand les chiffres prouvent que mathématiquement c'est rentable d'immobiliser du personnel, de les former pour ensuite les laisser travailler paisiblement paisiblement, de façon plus synergique dans leur salle d'opération ou leur service, eh bien, la réponse est très très difficile enfin la réponse positive est difficile à obtenir. Ah ben, je serais intéressé que tu nous transmettes la Très bien. référence de cet article parce que on pourra la mettre alors
dans l'interview, parce que à mon avis, ça pourrait intéresser de lire ça. Et juste pour l'anecdote, oui. Je t'avoue que quand j'ai reçu ce document, je me suis dit, ça y est, c'est le sésame pour tous les hôpitaux français. Dans un an, je pars partout et ça va être super. Et en fait, la déception a été grande parce que même avec des chiffres parlants, ça n'a pas été reçu de la façon dont j'espérais. Mais bon, je garde espoir. On va essayer j'essaye avec d'autres pilotes d'air. Donc, ça serait intéressant effectivement d'interroger en fait finalement quel est l'obstacle, quel est le frein à cette vision. C'est clairement un changement de paradigme. Hein. C'est clair que c'est ça qui fait peur. À travers les soft skills, qui est un mot qui déjà n'est même pas connu dans le vocabulaire médical, il y a vraiment cette volonté en tous les cas d'amener à un changement, et tout changement amène de la résistance. Et il est effectivement moins spectaculaire un accident qui occasionne un blessé que deux avions qui se percutent, où là il y a une prise de conscience collective de l'impact qui se joue, quoi. Et dans les expériences que tu as pu voir, enfin, comment tu abordes justement ces pratiques? Est-ce qu'il y a des éléments parce qu'en fait, c'est beaucoup des mises en situation. Comment ça se passe? Alors pour l'instant, j'aborde le sujet de 3 façons différentes. Soit de la formation initiale avec PowerPoint et des jeux, enfin des mises en situation les plus concrètes possibles, soit de l'accompagnement, soit les deux. Et l'idée, en fait, alors du deuxième niveau, après le facteur humain, on a une formation qui s'appelle le Crew Resource Management, donc la gestion du travail en équipage. L'avantage de ce CRM, c'est de l'adapter aux conditions de travail de l'équipe avec laquelle on va travailler. Donc là, je suis en contact avec un dentiste qui est également pilote de ligne. Notre idée, c'est de nous associer pour démarcher d'autres dentistes, voir quelles sont leurs problématiques, et lui, il les connaît déjà, de manière à pouvoir adapter notre produit aux ennuis, aux difficultés rencontrées par les professionnels de la dentisterie que nous aimerions rencontrer. En fait, juste avant de répondre à ta question, donc on a 4 niveaux en fait de formation, accompagnement. Il y a donc le facteur humain, la petite graine qui, on l'espère, pousse bien dans la tête des élèves pilotes. Ensuite, les pilotes ont systématiquement et annuellement du CRM, donc de la formation travail en équipage tous les ans. C'est obligatoire. 2 heures par an. Et ensuite, on a une formation en gestion des risques également qui existe. Et puis, on a une formation qui est intéressante aussi, qui a été développée par un professeur anglais, Monsieur James Reason, qui parle de facteurs humains et organisationnels. Et lui, en fait, recule un peu le zoom de sa caméra pour essayer de comprendre pourquoi les événements négatifs se produisent. Et en fait, il en est arrivé à la conclusion dont on parlait en introduction, que les accidents sont bien systémiques et que sont dus à l'organisation. Donc, si on veut trouver des solutions, c'est pas en accusant l'infirmière ou le copilote que l'on solutionnera le problème. Au contraire, parce qu'en accusant quelqu'un, on donne un message à tous les autres comme quoi, s'ils font une erreur, il ne faut surtout pas que ça soit vu, pas détecté. Et là, c'est exactement l'inverse de la sécurité. En fait, c'est exactement l'inverse de l'objectif que l'on s'est fixé, c'est d'essayer de savoir un maximum de choses sur les opérations au quotidien, sur ce qui se passe, ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne, de manière à ce que les managers puissent trouver des solutions. Si c'est silence radio, pas de vague, évidemment, les hautes autorités ne sauront pas ce qui se passe et pourront générer des lois ou des réglementations ou des procédures qui ne correspondent pas au terrain. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est bien que le terrain, les opérationnels de terrain, puissent remonter des informations, embêtant tout pas pour la direction, comme quoi ce qu'ils ont mis en place, ça ne fonctionne pas, ou ça c'est bien, il faut le mettre un peu mieux, ça il faut l'améliorer, mais c'est déjà pas mal, et qu'il y ait un dialogue entre les opérateurs et la direction. Et ça, ce n'est valable que si la confiance est installée, mutuelle, des deux côtés. Et cette confiance, elle est basée aussi sur le fait que l'erreur ne sera pas sanctionnée, puisque la culture juste permet de dire, si vous allez jusqu'à telle limite, vous ne serez pas sanctionné. Si vous dépassez cette borne, là, forcément, une punition tombera ou un avertissement sonnera. Mais en tout cas, plus la ligne est clairement définie, plus les gens se sentent libres de dire là, j'ai pas pu respecter la procédure parce que j'avais pas le temps. Là, on a commencé l'opération, l'anesthésiste n'était pas là, mais il nous a dit qu'il arrivait. La checklist, on l'avait pas sous la main parce que l'ordinateur était planté, mais on a quand même continué parce qu'on savait faire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, ça permet, tous ces retours d'information, ces rétextes, ces retours d'expérience permettent de montrer à la direction ou aux autorités comment ça se passe dans la vraie vie et non pas comment ils aimeraient que ça se produise. Parce qu'il y a quelquefois un gros décalage entre ce que voit la direction centrale et ce que vivent ou ce que subissent les opérationnels sur le terrain. Voilà, donc on accompagne. Pardon, ça m'évoque parce qu'effectivement, on a un management encore très top-down et que pour pouvoir Oui, mettre en place ce genre-là, il faut permettre un bottom-up qui permette à ce que les gens remontent l'information. Donc ça demande un changement de culture managérielle aussi. ça demande beaucoup de changements. C'est pour ça que l'approche, enfin l'appréhension est assez forte. C'est que ce n'est pas juste une formation qui va être distribuée au bas peuple, on va dire, mais pour répondre à ta question, la meilleure approche, parce que j'ai vécu l'inverse aussi, c'est d'attaquer, entre guillemets, le haut de la pyramide et de convaincre le haut de la pyramide que cette formation est rentable. Enfin, que cette approche, on va dire, facteur humain, CRM, aéronautique est rentable et utile pour les agents également qui travaillent sous leurs ordres. Si on arrive à convaincre le haut management, la direction, on pourra travailler dans de bonnes conditions avec le personnel opérationnel. J'avais essayé l'approche inverse parce que ça m'avait été demandé dans un laboratoire pharmaceutique en Belgique, où on avait travaillé avec une soixantaine de collaborateurs cadres intermédiaires, et on leur avait parlé du retour d'expérience. Mais comme les managers au-dessus n'étaient pas formés, eh bien, quand ils ont voulu faire un retour d'expérience, ça leur est retombé en pluie fine sur la figure. Donc, ils se sont dit, les formations ne servent à rien. Oui, c'est vrai qu'elles ne servent à rien si la direction centrale n'est pas convaincue de l'utilité. Donc, il faut bien attaquer par le haut et ensuite faire redescendre la formation. Donc, effectivement, ça veut dire que tout le monde doit être concerné. Et là, le changement est plus profond. Parce que les soft skills, ce n'est pas simplement pour les opérateurs de premier niveau. Non, il faut une vision globale, systémique, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Juste pour faire assez court, lui, il a pris l'image du gruyère et il a expliqué pour qu'un accident se produise, il faut que tous les trous du gruyère soient alignés. Et chaque tranche correspond à un niveau dans l'entreprise. La dernière tranche, c'est le pilote ou le chirurgien ou l'infirmière. Et la première, la plus haute, c'est la direction, c'est le directeur de l'établissement. Et si ce directeur prend des décisions avec des défaillances qui sont liées à cette décision, eh bien, les conséquences sont que potentiellement, si les trous s'alignent, l'accident se produit. Mais ce n'est pas simplement parce qu'un trou est généré par l'opérateur qui ne comprend pas, qui ne voit pas, qui est fatigué, que l'accident se produit. Autrement, il en aurait tous les jours, tout le temps, partout. Donc, il faut bien qu'il y ait un enchaînement de circonstances. Et c'est bien en analysant les trous que l'on peut, en les bouchant, arriver à trouver des solutions pérennes et durables. Mais comme les trous remontent très très haut dans la hiérarchie, c'est pas toujours très agréable évidemment à entendre. Et plus on monte et moins c'est plaisant. On le sait bien. Ouais, ben écoute, en tous les cas, ça me fait bien penser que le facteur humain, ça reste le chaînon le plus fragile et quand on arrive à le solidifier, probablement celui qui a le plus de résultats. On partage en tous les cas cette vision. Jean-Marc, Oui. j'ai juste Jean-Marc, Oui. juste un petit complément à apporter. C'est vrai que le maillon humain est le plus fragile, mais en même temps, c'est celui qui permet de se dépatouiller de situations dans lesquelles le technique n'a plus la maîtrise. Donc, c'est en même temps le maillon faible et en même temps le dernier maillon, la dernière possibilité de sauver un équipage, de sauver un patient, etc. Donc, c'est pour ça que le cours facteur humain pour la licence de pilote de ligne s'appelle performance humaine et limitation. Mais on travaille sur les deux volets. On ne veut pas dire que nous sommes tous des super humains, mais en même temps, connaître ces défaillances et être capable de les accepter pour mieux les gérer, ça permet d'être plus efficace, on va dire, plus efficient et plus sûr également. Voilà, on travaille bien sur les deux aspects. Ça, c'est le nom de ta formation. Donc, c'est ça, potentiel. C'est un des UV, une des unités de valeur de la licence de ligne s'appelle Human Performance and D'accord, ok. Ouais, non, tout à fait. Ben, c'est super intéressant. Et c'est vrai, pour faire un relais avec la situation, la crise du Covid,
a montré tout le potentiel de créativité, de Oui, ressources et de solutions oui, que l'humain a pu mettre en place alors que les structures étaient dépassées. exactement. Voilà. Et là, c'est vraiment de la création, de la créativité, de la performance humaine dont il faut parler, oui, dans la Bah, écoute, difficulté. écoute, je vais te laisser conclure, mais en tous les cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre en tous les cas, cette vision qui est vraiment en résonance avec Medix, avec ce qu'on souhaite en tous les cas proposer dans le monde des soignants. Et je suis convaincu que ça va résonner chez pas mal de personnes et je l'espère aux personnes dans les plus hautes sphères pour partager Très bien. cette expérience et effectivement simplement de constater que ben, ensemble c'est plus facile et qu'on a beaucoup à apprendre d'une forme d'intelligence collective et alors c'est vrai que a priori rien ne devait nous faire nous rencontrer et pourtant cette dimension de soft skill elle est vraiment commune. Donc j'espère vraiment que ce monde aéronautique va pouvoir apporter son expertise à notre monde médical. Et si, voilà, je vais te laisser quelques minutes si tu veux rajouter ou en tous les cas faire un appel à l'action par rapport à ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire justement à nos confrères médecins par rapport à, à cette approche, peut-être les encourager à découvrir cela. Bah, juste peut-être un chiffre américain. Les erreurs médicales sont la troisième cause de mortalité dans les hôpitaux américains, avec plus de 250 000 personnes qui décèdent pour des erreurs d'identité, de côté, de choses comme ça, de surmédication. Donc c'est quand même dramatique d'avoir des chiffres comme ça. En France, c'est beaucoup plus difficile évidemment d'y accéder, peut-être parce que les Français sont parfaits, mais dans d'autres pays, enfin, trêve de plaisanterie, l'erreur médicale tue et autant un accident d'avion, c'est visible et tout le monde va en parler, l'enquête va durer des années jusqu'à ce qu'on ait creusé partout pour essayer de tout comprendre. Autant les 250 000 erreurs américaines, enfin morts américains, ne sont pas du tout investiguées et restent et laissent des familles dans la drame et la tristesse absolue, alors qu'on peut sûrement faire quelque chose. Donc on n'arrivera pas à sauver tout le monde, mais en tout cas, un des avantages, c'est qu'on peut éviter de perdre des vies. Donc ça, c'est déjà un premier objectif. Et deuxièmement, les facteurs humains, le CRM et l'approche soft skills permet également de mieux travailler ou de travailler dans des meilleures conditions. Si on améliore la communication, on aura peut-être moins de conflits, on aura une meilleure utilisation des procédures, une meilleure ambiance de travail. Et donc, cette meilleure ambiance, outre le fait qu'elle va réduire les risques psychosociaux pour les professionnels, permet également d'être plus efficace et de travailler dans une ambiance qui est plus favorable à un travail sain pour l'individu et également pour le patient. Donc, on a tout intérêt à travailler, à transférer en fait ces soft skills du monde aéronautique. On a vraiment beaucoup travaillé. On a eu entre guillemets la chance d'avoir beaucoup d'accidents qui nous ont permis de réfléchir et de nous secouer un peu et de changer de paradigme. On est passé à une culture juste, on a toujours du travail, mais on a pas mal avancé sur ce secteur et le milieu médical, aéronautique, les entreprises également auraient tout intérêt à profiter de ces accidents d'avion pour essayer d'améliorer les conditions de travail des professionnels et puis également être plus efficient et donc plus écologique également. Donc on a tout intérêt à y aller, j'en suis persuadé. Ben, Et je serais ravi de discuter avec des médecins, des dentistes, des chirurgiens, des chefs de clinique, n'importe qui, des infirmières, infirmiers, cadres soignants, de manière à faire passer un peu cette bonne nouvelle, entre guillemets, qui me tient particulièrement à cœur. ben, avec grand plaisir. En tous les cas, le message est lancé et donc je rappelle ton nom, hein, Philippe Bernoudin. C'est Euh, ça. Ouais. Donc vous pouvez retrouver sur le réseau LinkedIn si vous le cherchez ou demander les coordonnées à Medix. En tous les cas, c'est vraiment un échange très instructif et inspirant. Et en tous les cas, moi de mon côté, c'est vraiment cette dimension-là que je souhaite développer parce que je suis convaincu qu'on a
effectivement beaucoup à gagner dans cette dimension-là qui, en plus de tous les avantages que tu as évoqués, est une qualité humaine et la vocation première du soignant, c'est quand même l'humain. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Merci en tous les cas de nous avoir consacré ce moment et eh bien, Un à plaisir. bientôt pour d'autres partages. À ton service, Jean-Marc. Bonne soirée à toi. Merci.